Il n'y a pas de C. Euh, Salutations en Christ. Bonjour et bonsoir. Je m'appelle Mathieu Krabil et au nom de l'équipe du Centre de formation à la justice et à la paix et nos partenaires dont beaucoup participent aujourd'hui, nous vous souhaitons la bienvenue. Soyez les bienvenus, vous, nos frères et sœurs qui nous rejoignez je vois le Québec, je vois le Congo, le Burkina Faso, le Bénin, la France, la Suisse, la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est une grande joie de vous accueillir pour cette conférence. Commençons par la prière. Seigneur Jésus, tu nous as choisis pour être des artisans de paix et de justice. Tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Ouvre notre intelligence à ta parole afin qu'elle soit notre lumière. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour vivre cette rencontre dans la fraternité et le respect mutuel. Nous confions cette rencontre à ton Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons être des témoins authentiques de ton message, des artisans d'un monde nouveau. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Le CFJP propose depuis un certain temps une série de conférences en ligne ouvertes à tous sur les sujets divers en lien avec la paix, la justice et la réconciliation. Ces conférences constituent la première étape de la réalisation des diplômes de master et de doctorat, qui est le fruit d'une collaboration de partenaires émanant du réseau ménonite francophone. Et le master, donc un premier master en transformation des conflits, débutera en octobre de cette année. Le programme est hébergé à l'Université de l'Alliance chrétienne à Abidjan. Il est en ligne, mais avec des regroupements en présentiel. Et nous avons déjà passé plusieurs annonces à ce sujet. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Les conférences ont un caractère introductif que vous verrez si c'est la première fois que vous y assistez. Le mois passé, nous avons eu une conférence avec le pasteur Serge Oulaï sur le manque d'acteurs de paix formés par nos facultés et nos institutions évangéliques. Et puis, vous pouvez visionner cette conférence en ligne avec les autres conférences précédentes. Ce mois-ci, nous abordons un sujet tout aussi important, à savoir la formation théologique et son contenu, ainsi que ses lacunes, y compris un examen des questions sociétales en Afrique, telles que la violence électorale et les infrastructures de paix, à travers le partage d'une expérience vécue dans le domaine de la construction de la paix. Quelques mots par rapport à notre organisation pour la conférence. Tout d'abord, pendant la présentation, nous allons couper vos micros afin de minimiser les interruptions. Cela ne veut pas dire que nous ne souhaitons pas que vous participiez. Loin de cela, nous utiliserons le chat pour vos questions. Donc, mettez vos questions dans le chat pour que nous puissions les poser à l'orateur. Juste après l'intervention du docteur Moulanda, nous aurons un temps d'échange avec lui qui est facilité par moi et d'autres personnes. Quelques mots de présentation du docteur Moulanda. Donc, le docteur Moulanda Jimmy Juma est originaire de la République démocratique du Congo. Il est le représentant du Mennonite Central Mennonite Central Committee pour le Burundi et le Rwanda. Il est ex-représentant de MCC pour la République démocratique du Congo et Angola et coordinateur de programme de paix de MCC en Afrique australe. Moulanda est titulaire d'un diplôme de doctorat en politique, droits humains et développement de l'Université Scuola Superiore Sant'Anna en Italie et des masters en résolution des conflits de l'Université de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud.
Il enseigne le programme de master en administration électorale à l'université Scuola Superiore Sant'Anna, Italie, et travaille comme chercheur de l'université Free State en Afrique du Sud. Suite à son parcours, il apporte sa contribution à la recherche de la paix et de la bonne gouvernance en RDC et dans divers pays. Il est auteur de ce livre que j'ai avec moi, L'eau du lac était rouge, un bâtisseur de paix congolais au cœur des guerres, publié par les éditions Ménonites. Et nous avons passé plusieurs annonces, des slides de PowerPoint qui vous fournit des moyens, des options d'obtenir ce bouquin, mais aussi d'autres dossiers publiés par les éditions Ménonites. Un dernier mot par rapport à sa famille. Le docteur Moulanda nous dit dans l'introduction, il est marié à sa jolie femme, Dina Espérance Luamba, et il a plusieurs enfants qu'il nomme les suprêmes. Donc, les suprêmes, il a Suzanne Juma El Wamba, Prince Juma El Wamba, Eto Juma El Wamba et Munga Juma El Wamba et Eka Juma El Wamba. Donc, voilà les suprêmes, Suzanne, Prince, Eto, Munga et Eka. Donc, avec cette présentation, je vous laisse la parole, Dr Moulanda, et vous avez le temps de parler sur le sujet que vous avez préparé. Merci. Merci, merci beaucoup. Salutations en Christ à tout le monde. Merci Mathieu pour cette introduction, mais aussi mes remerciements à vous et à CFGP pour l'organisation de cette conférence. Je dis aussi grandement merci aux éditions Ménonites et pour la publication de ces livres et l'accompagnement dans tout le processus de la rédaction. Et mes remerciements à Michel et Daniel. Mariam, vous êtes là et vous avez contribué parce que Daniel m'a donné beaucoup de temps. Et merci de nous avoir soutenus dans ces voyages. Et merci à tout le monde, d'une manière ou d'une autre, qui a contribué à la rédaction de ce livre, mais aussi à l'organisation de cette conférence. À tous les participants, merci d'avoir répondu à cet appel des CFGP pour que nous puissions échanger sur la paix ensemble ces soirs. Je suis vraiment très ravi. Moi, je vais me présenter et puis après, je vais parler un peu de ma petite histoire et je vais aborder la question des élections, la violence électorale et le travail de la paix dans différents contextes, dans les domaines électoraux et bien d'autres contextes. Je suis chrétien. Chrétien, je dirais, né dans une famille chrétienne. Et c'était en 1973. J'essaie d'apprendre les Français de la France. En Belgique, on dirait en 73. Et ma famille était au Burundi comme des réfugiés, là où je suis aujourd'hui. Parce qu'il y avait la guerre à l'est de la République démocratique du Congo à l'époque et ma famille devait prendre fuite. Maman était enceinte au moment où la violence a commencé en 1972, tuerie entre Hutus et Tutsis, qui a aussi affecté les réfugiés congolais qui étaient là. Et ma famille était parmi les familles qui étaient chassées du Burundi pour entrer en RDC à l'époque. Et je serais né tout juste à l'arrivée
au bord du lac, à la Barche, du côté RDC, au moment où la violence continuait toujours. Alors, je n'ai pas pu quitter la côte ou la rive pour aller au-delà. En tant qu'enfant, je partage un peu une petite expérience comme celle de Moïse, sauver des eaux, passer des temps dans l'eau par la fuite. Je suis un enfant de la compassion parce qu'en tant qu'enfant, ma famille a presque tout perdu avec des militaires qui venaient, des rebelles qui venaient, ils pillaient tout, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et ma famille n'avait plus de moyens pour me soutenir, ainsi bien que mes frères et sœurs. Et j'ai eu la chance, par la compassion internationale, pour aller à l'école. Et en ce moment-là, je n'avais pas de vaccin. Et jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des vaccins que je n'ai pas reçus parce qu'il y a des vaccins que vous recevez quand vous êtes encore enfant. Dépassé cet âge, vous ne pouvez plus les recevoir. Mais grâce à Dieu, j'ai survécu les maladies, le paludisme, choléra, beaucoup d'autres maladies qui existent. Et je remercie Dieu pour ça. Je remercie aussi mes parents qui m'ont entouré avec leurs prières. Ma mère étant mon premier pasteur qui m'a enseigné la route vers l'église. Et j'ai survécu la guerre et j'ai la pleine conviction que cette expérience qui s'est passée au moment où j'allais à l'église m'a vraiment préparé pour le travail de la paix. Parce que Jésus est notre modèle. Et j'ai appris ces modèles-là de la France. Alors, plusieurs événements se sont passés dans ma vie. Quand j'avais l'âge de 4 ans, je me rappelle de ce qui s'est passé. Ma sœur et moi, on devrait aller visiter nos oncles à presque 7 kilomètres de notre maison, village. En cours de route, ma sœur et moi, nous voyons le convoi des militaires arriver. C'était des militaires étrangers, je dirais, des Marocains, Sud-Africains et des Congolais. Alors, quand ils nous ont vus, ils ont arrêté le véhicule et du coup, on a pris fuite. Nous sommes allés nous cacher sous les rochers et on a dit ne pas vraiment respirer pour ne pas être saisi ou attrapé par les militaires. On a passé presque 1 heure dans une telle situation. Et on les a vus, des mercenaires, en train de marcher sur les rochers sous lesquels on était cachés et en train de parler à haute voix que ces enfants, si on les attrape, on les tue. Évidemment, à cet endroit-là, c'était un endroit là où on tuait les gens, on les amenait de partout et on les tuait à cet endroit-là parce qu'il n'y avait pas de maison. Mais cette situation s'est aussi répétée juste après, quand j'étais à l'université. La guerre a éclaté, que nous appelons la guerre des Songambele, avancée, en 1996. Et je me suis retrouvé à un endroit où la guerre a commencé dans les villages de Mboko. Je devais prendre fuite. En prenant fuite, je vis un enfant en train de pleurer en cours de route et je me suis rendu compte que je connais cet enfant. Vite, j'ai couru vers cet enfant, je l'ai attrapé à la main, je l'ai pris à la main et je lui ai demandé pourquoi tu pleures. Il dit non, il a vu tous ses frères et sœurs tomber sous les coups de balles. Et j'ai dit non, on part ensemble. Alors, on a couru ensemble. C'est une situation là où donc les armes crépitaient et j'ai dû courir avec cet enfant-là.
Et quand j'essaie de revoir cette histoire, je vois comment Dieu m'a préparé pour le travail de la paix. Et j'ai quitté le Congo pour aller en Afrique du Sud. La route était longue. J'essaie un peu de raccourcir cette histoire parce elle est très longue. J'arrive en Afrique du Sud, je vais à l'église. Mais peut-être pour revenir un peu en arrière, avant d'aller en Afrique du Sud, en tant que jeune, j'ai organisé déjà de petits séminaires de sensibilisation sur le développement dans les milliers. Et je vis les anciens de la communauté du village venir me dire, au lieu de sensibiliser pour le développement, je dois sensibiliser pour que les jeunes puissent rejoindre les groupes armés pour combattre. J'ai refusé. J'arrive en Afrique du Sud, j'ai rejoint l'église, et à l'église, il y avait le racisme. Mais Dieu a voulu que je sois là. J'ai pleine conviction. Il a voulu que je sois là parce que il y a un moment où je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses qui se passent à l'église et il fallait la transformation. Chaque dimanche, là où s'asseyaient les Noirs à l'église, il y avait notre sœur, une femme blanche, qui passait à la fin du service ou de l'église pour, comment dirais-je, se pulvériser. Hein? C'est, comment on dit, pour essayer de pulvériser les chaises sur lesquelles les Noirs étaient assis. Même sur la chaise où moi je m'asseyais. Alors que j'étais le seul Noir, au fait, le premier Noir à être élu comme diacre dans cette église-là. Mais là où je m'asseyais, à la fin du service, on venait pulvériser. Parce que je suis Noir. On a vu tout ça. Et curieusement, cela a continué et personne n'a arrêté la machine. Mais dans cette église, je suis resté et j'ai continué le travail de réconciliation. Comment? J'ai participé à une cellule et un jour, deux sœurs de l'église vont venir avec lesquelles on priait, vont venir pour la prière de soir. Avant mon arrivée, elles demandent à notre sœur de ne pas m'accepter de participer parce que je suis noire. La sœur qui s'appelait Linda a refusé parce qu'il n'y avait pas de raison pour ne pas me permettre de participer à la prière dans sa maison. En fait, elle avait beaucoup confiance en moi parce qu'elle m'envoyait même à la banque pour aller retirer de l'argent pour elle. Elle n'avait jamais perdu même un seul sou. Elle a demandé à ses deux sœurs pourquoi vous ne voulez pas que Jimmy Mulanda puisse venir participer. Tout simplement parce qu'il est noir. Il n'avait pas d'autres explications. Et Linda va me demander, et ses sœurs, quand Linda a refusé, ses sœurs sont parties et n'ont plus participé à la prière. Et Linda me demandera de quitter l'église parce qu'elle avait décidé à partir de ce jour-là de quitter l'église. Moi, j'ai dit non, Linda, moi, je vais continuer à cette église-là parce qu'il y a besoin de la transformation. J'ai commencé à organiser des visites parce que les visites n'existaient pas.
entre les Noirs et les Blancs. J'ai commencé à organiser les visites au sein de l'Église et d'autres programmes qui ont contribué à la transformation des relations entre les Noirs et les Blancs. Je me rappelle une fois, j'ai voulu quitter l'Église pour aller travailler en Ouganda avec une organisation internationale et l'Église priait pour moi pour ne pas quitter l'Église. Nous avons continué ce travail de transformation, pas moi seul, mais aussi avec les autres au sein de l'Église. Et un jour, l'un de nos frères, il sera rempli par l'esprit, entre guillemets, et l'esprit va lui dire, mais les Noirs viennent dans cette église parce qu'il y a du lait et du miel. Il parlait en langue et puis il a traduit la langue lui-même pour que tout le monde puisse comprendre ce que l'esprit a dit. Et l'église s'est vidée de beaucoup de Noirs et de Métis. Je suis allé voir les pasteurs et les anciens de l'église pour leur dire la situation qui se passe à l'église parce que le pasteur, lui, il était blanc, il ne voyait pas ça. Il ne voyait pas ce qui s'est passé. Il ne pouvait pas comprendre que un tel message pouvait pousser les Noirs à quitter l'église. J'ai dit oui, vous allez voir le dimanche prochain que ce que je suis en train de vous dire est vrai. Le dimanche prochain, le pasteur arrive, il les regarde, les Noirs ne sont plus dans l'église. Et beaucoup de métis sont partis. Et il a demandé pardon tout en pleurant à la chair. Et à partir de là, la transformation a continué au sein de l'Église jusqu'à ce qu'on est arrivé à commencer à s'embrasser, ce qui était inimaginable au sein de cette Église-là. Et quand je faisais ce travail au sein de l'Église, mais aussi avec la communauté des réfugiés, parce qu'en ce moment-là, moi-même, j'étais réfugié, j'ai eu à rencontrer MCC, puis j'ai réussi la formation et je suis vraiment, j'ai un cœur de remerciement pour MCC pour ce qu'il a fait dans ma vie, comme la compassion internationale aussi, et je remercie grandement. Alors, au sein de l'Église, j'ai appris des choses, qu'il fallait la patience, qu'il fallait se mettre à la place des autres. Parce qu'il y a des gens qui, disons, font le racisme ou posent des actes racistes sans réellement les savoir. Parce qu'ils ont grandi dans un contexte ou dans une culture où on ne dit pas que le racisme est faux. Le racisme est mauvais. Alors, il faut se mettre à la place des autres et puis les aider à voir ce que vous êtes en train de voir. Leur aider à comprendre. Mais aussi, j'ai appris qu'il faut suivre les chemins de Jésus-Christ. Le chemin de Jésus-Christ, c'est d'aimer nos ennemis. Et Jésus nous a enseigné comment aimer nos ennemis dans Luc chapitre 6, 27, 28. En Afrique du Sud, j'ai eu à travailler sur la paix quand j'ai coordonné l'Institut panafricain de paix des MCC, Menona Central Committee. J'ai eu l'occasion de me focaliser sur la violence xénophobe, sur la xénophobie. Et j'ai décidé, comme coordinateur de l'Institut, de pouvoir inviter les rois Zoulous, paix à son âme,
Goodwill Zwelithini. En tant que réfugié, j'ai dit, je l'invite parce que il a fait un discours qui a été interprété par les Noirs sud-africains comme un appel à la violence contre les autres Noirs africains qui vivent en Afrique du Sud. Et il y a eu beaucoup de morts suite à ce discours-là. Alors, je suis allé voir mon organisation, MCC, et l'université là où j'ai enseigné pour leur dire je vais inviter les rois zoulous pour venir à la formation. MCC hésité, même aussi l'université, mais moi j'ai insisté. Une leçon que j'ai apprise, c'est que quand vous êtes bâtisseur de la paix, vous devez voir plus loin que les autres. Moi, j'ai vu que c'était une occasion de transformation. Et l'université MCC croyait qu'en invitant les rois zoulous, on lui donne l'espace pour pouvoir faire d'autres discours qui vont mener à la violence et par conséquent à beaucoup d'autres morts. Mais curieusement, nous avons invité les rois zoulous. Il a accepté de venir. Et malheureusement, quand il était en cours de route, il est tombé malade. Pour ceux qui connaissent l'Afrique du Sud, les rois zoulous est beaucoup respecté par tout le monde en Afrique du Sud, y compris le président de la République, qui s'agenouille devant lui. Et l'inviter à une formation de la paix n'était pas une petite affaire. Mais il a quand même accepté. Il a envoyé son jeune frère, quand il est tombé malade, il a rebroussé chemin. Son jeune frère, il arrive, il prononce un discours de réconciliation. Et c'était merveilleux. Et tout le monde a dansé avec sa famille qui était aussi venue et a participé à la formation. Et après, j'ai eu l'invitation du roi pour célébrer son anniversaire. Et depuis ce temps-là jusqu'à sa mort, le roi n'a jamais prononcé un discours contre les étrangers. Et sa famille était plus proche des étrangers et travaillait pour la paix. Voilà un peu ma petite histoire. Je voudrais, avant d'aborder la question sur la violence électorale et les infrastructures de la paix, parler des profondeurs du mal. Pour moi, je comprends que Genèse chapitre 6, du verset 13 au 22, nous enseigne beaucoup de leçons sur la violence, sur la paix, sur la justice. Au fait, en tant que bâtisseur de la paix, c'est vraiment une pierre angulaire dans ce travail-là. Tout ce que nous voulons apprendre comme bâtisseur de la paix, on peut s'inspirer de Genèse chapitre 6, du verset 13 au 22, au fait de l'histoire de Noé, de l'histoire de l'arche de Noé. Dans plusieurs pays où j'ai travaillé pour la paix, j'ai trouvé l'injustice. J'ai trouvé la violence. L'injustice, c'est le contraire de la justice. La justice, c'est l'état idéal, moralement correct des choses.
et des personnes. La justice est fondée sur les droits moraux. J'ai vu la corruption, elle affecte la viabilité de notre contrat social. La corruption modifie la nature de nos relations, les relations entre les gouvernants et les gouvernés, les relations entre les gouvernements et les citoyens, au point que le gouvernement n'est plus en mesure de répondre aux besoins de ses citoyens. En réponse, les citoyens n'ont plus confiance à leurs autorités, au gouvernement. Et ça, c'est un exemple de la violence structurelle. Et c'est ce qui fait, ce sont là les racines de la violence structurelle. John Galton appellera ou définira la violence structurelle comme des politiques, comme des lois qui gouvernent une nation, une organisation, de règles du jeu. Au fait, la violence structurelle dit beaucoup plus que la violence physique. Et comment on répond? Entre les trois types de réponses qui sont engagement, soumission et résistance, la profondeur du mal fait à ce que les gens choisissent plus la soumission et la résistance au lieu de choisir l'engagement. L'engagement, c'est un choix libre. Donc, on le fait de bon gré, volontairement. Mais la soumission, on fait quelque chose parce qu'on est peureux. Et la résistance, c'est parce qu'on dit non, je ne peux pas faire ce que vous m'imposez de faire. Si nous rentrons à Genèse chapitre 6, à l'époque de Noé, nous allons voir qu'il y avait vraiment une profondeur du mal, la profondeur de la violence. Le monde était corrompu. Et dans beaucoup de contextes aujourd'hui, le monde est corrompu, les contextes sont corrompus. Alors, dans ce contexte-là, il y a des élections qui sont organisées. Dans ce contexte où le mal est profond, les élections sont organisées. Et les élections qui sont organisées, leur objectif, c'est de bâtir la paix. Mais ce que nous voyons, c'est le contraire. Au lieu que les élections puissent contribuer à la paix, les élections contribuent à la violence. Je vais maintenant ici partager mon expérience en tant que bâtisseur de la paix pendant les processus électoraux. Les élections ne causent pas la violence.
les causes profondes de la violence sont sociales, économiques et politiques. Et pour faire face et pour bâtir la paix, on se focalise sur ces facteurs-là. En Zambie, en 2007, je suis le directeur du Centre d'Agamachod pour la paix, la bonne gouvernance et les droits humains. Et la commission électorale zambienne m'invite pour faire partie de l'équipe de résolution des conflits électoraux. Cette année-là, en tant que membre du comité de gestion des conflits électoraux ou de résolution des conflits électoraux, nous avons pu résoudre 20 conflits. C'était des conflits entre les partis politiques au pouvoir, qui étaient les MMD, et les partis d'opposition PF. Nous avons, avec les autres membres, mené de médiation entre les partis en conflit. Nous avons fait le travail de réconciliation entre les partis en conflit. Parce qu'il y avait vraiment la destruction des biens, bien que nous attendons toujours les pays comme la Zambie, il y a la paix, mais pendant les élections, il y a même des morts. Pendant les élections, il y a la destruction des biens. Parmi les gens en conflit, il y en avait qui avaient même détruit les véhicules, qui avaient mis du feu sur les véhicules. Alors, dans ce processus-là, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que pour bâtir une paix durable, il faut faire face aux causes profondes, c'est-à-dire s'adresser aux besoins, répondre aux besoins des parties en conflit. Et c'est ce que nous avons fait. On a cherché à savoir pourquoi il y a ces conflits et on cherchait à répondre à ces conflits-là. J'ai aussi appris la transformation des relations, que la transformation des relations, c'est un élément clé dans la résolution des conflits. J'ai aussi appris le niveau de participation des parties en conflit comme un élément pour bâtir une paix durable. En 2007, je me retrouve au Kenya en décembre 2017. Au Kenya, dans le cadre de mon travail, on soutenait, on formait et on soutenait et on accompagnait les bâtisseurs de la paix. Et en décembre 2007, il y a la violence qui éclate jusqu'en janvier 2008. Je me rappelle, j'étais en ville, je voudrais rentrer là où j'étais logé et j'étais à pied et j'étais entouré par les gens qui avaient des machettes, on les appelle des mundiki. C'est une église, mais pas une église chrétienne. Alors, ils tuaient les gens. Après, j'étais invité par l'université pour réfléchir sur
sur la paix et sur la violence qui a éclaté. L'évaluation a montré que la présence des bâtisseurs de paix ou les réseaux des bâtisseurs de paix a réduit l'intensité de la violence. Là-bas, on avait des clubs de paix et les membres des clubs de paix n'ont pas participé dans la violence électorale. Les artisans de la paix n'ont pas participé dans la violence électorale. Et ça a contribué à limiter l'impact de la guerre. Et ça a limité les morts, le nombre de morts au Kenya. En 2015, je suis au Burundi. Depuis 2004, en fait, je venais au Burundi pour enseigner sur la paix, l'analyse des conflits de la région du Grand Lac, la réconciliation, la justice restauratrice, mais aussi pour soutenir les comités de paix au Burundi. Cette année-là, il y a la violence électorale. Le président de la République veut briguer un troisième mandat et l'opposition dit non. Le programme à l'Institut de paix de la région des Grands Lacs se tient pendant un mois et chaque semaine, on invite un formateur différent. Mais cette année-là, je me suis retrouvé seulement avec un seul Burundais et j'ai dit enseigner 3 cours au lieu d'un seul. Les autres ne sont pas venus parce qu'il y avait la violence. J'avais pris le courage d'y aller. Et pendant que j'étais en train d'animer la formation, il y avait des armes qui crépitaient à Gitega en ville. Nous faisions l'analyse des conflits dans la région des Grands Lacs. Et les participants me disent, mais il ne faut pas parler à haute voix parce qu'il y a les armes qui crépitent. Moi, j'ai dit, mais on doit parler de ça. Et effectivement, c'est le fait qu'il y a des armes qui crépitent. On doit savoir pourquoi, quelle est la cause. Et on doit analyser ça ensemble. Le fait que j'ai bravé la peur, les participants ont commencé aussi à parler. Et pendant ce temps-là, nous avons fait la descente parce qu'au Burundi, on soutenait les comités de paix qui sont établis à travers les pays. Nous sommes allés sur le terrain pour visiter les comités de paix. Ce n'était pas facile parce que vraiment, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient déjà mobilisés et il y avait des massacres, des tueries qui s'est passées. On arrive au comité de paix, on commence à les sensibiliser, mais il y a des comités de paix qui nous ont dit les jeunes dans notre quartier n'ont pas adhéré à l'idéologie de prendre les armes pour tuer leurs frères et sœurs des ethnies différentes. Ici au Burundi, c'est entre les Tutsis et les Hutus qui s'entretuent. Cette année-là, les jeunes, que ce soit les Tutsis, que ce soit les Hutus, ont refusé. Les jeunes qui font partie des comités de paix et des jeunes appartenant aux familles qui font partie des comités de paix ont refusé de prendre les armes. Et par conséquent, ça a vraiment réduit l'intensité de la violence. Toujours, mon expérience avec l'Institut de paix de la région des Grands Lacs, c'est que pour ceux qui ne savent pas, il y a une situation qui se passe là-bas. Au fait, le premier jour
parce que souvent, on me donnait les cours pour enseigner la première semaine, c'est-à-dire c'est moi qui entre en contact le premier avec les étudiants, les participants qui viennent du Rwanda, du Burundi et de la RDC. Les participants qui viennent du Rwanda, ils parlent presque pas. Les participants qui viennent du Burundi, ils parlent un peu. Les participants qui viennent du Congo parlent beaucoup. Permettez-moi de généraliser parce que c'est un peu ça la situation. Alors, les premiers jours, ça devient un peu difficile. Ceux qui ne parlent pas, donc, les autres participants ne savent pas qui sont-ils. Ce sont des espions, ce sont des bâtisseurs de la paix, qui sont-ils? Ils ne parlent pas sur des sujets importants de la région des Grands Lacs. Alors, mon travail avait toujours été de trouver un espace pour transformer les relations entre ces participants de ces trois pays. Et parmi mes stratégies était, à la fin de la journée, je devrais marcher avec différents participants de différents pays ensemble. Chaque soir, on marche ensemble. Et je me suis rendu compte qu'en marchant ensemble avec les participants du Rwanda, du Congo et du Burundi, les relations ils commençaient à s'ouvrir, à avoir confiance et les relations s'amélioraient. Et le deuxième jour, tout le monde commence à parler et l'atmosphère change pendant la session. C'est un peu ça mon expérience du Burundi. Au Congo, en 2018, il y a les élections en décembre 2018. Je suis en ce moment-là représentant du comité central ménonite en RDC. Et il y a la violence électorale. Le président veut prolonger son mandat. L'opposition ne veut pas, la population ne veut pas. Et les policiers vont dans des églises, ultiment dans des maisons, sur la route. Les gens sont morts. J'ai eu l'idée d'initier ce qu'on appelle Women's Situation Room. Un groupe de femmes bâtisseurs de la paix. C'est un groupe qui se réunit sous le leadership des femmes pour bâtir la paix. Parce que je me suis rendu compte que les femmes ne sont pas à la table dans l'édification de la paix, alors qu'elles sont victimes de la violence. Elles sont victimes de la guerre. Et les Women's Situation Room, ou ces groupes de femmes, inspirés bien sûr par des pratiques traditionnelles où les femmes viennent ensemble, travaillent ensemble, font du travail ensemble, ils mettent leurs moyens ensemble pour pouvoir se développer, s'entraider. Ce groupe se réunit régulièrement, par exemple, c'est peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, et ils analysent la situation dans leur localité, au village, au millier. Ils analysent les cas de conflits, de violence et ils proposent des solutions. Alors, concernant la violence électorale, le membre de ces groupes, bien sûr, ce sont des groupes qui sont dirigés par les femmes, mais les hommes y participent aussi. Mais
pour que les hommes participent, il faut que les femmes puissent vraiment les convaincre. Parce que traditionnellement, les gens ne croient pas que les femmes ont la capacité de faire la médiation des conflits. Et il y a des endroits où les femmes de ces groupes ont même été rejetées. Mais avec leur persistance, elles ont été acceptées. Alors, pendant les élections, ces femmes ont initié le programme de sensibilisation des leaders politiques, des policiers à la non-violence. Elles ont visité des bureaux, elles ont visité les lieux du travail, les rencontrer là où ils sont pour parler de la paix et l'alternative à la violence. Et cela a grandement contribué à réduire l'impact de la violence. Et à travers ces mécanismes, on a pu participer dans les plaidoyers à un niveau très élevé. Les résultats des élections sont annoncés. Au fait, c'était avant l'annonce des résultats des élections. Il y a 2 candidats de l'opposition qui sont membres de la même église, mais ils ne sont pas ensemble. Et ce sont les deux meilleurs candidats pour être élus en tant que président de la République. Ce groupe de femmes, accompagné de l'Église du Christ au Congo, a commencé le travail de plaidoyer, organisé des sessions de prière, y compris une session de prière avec le pasteur de ces 2 candidats président de la République. Moi, j'ai participé à cette prière. Et ce processus a été très utile pour prévenir la violence post-électorale. Parce qu'à l'annonce des résultats des élections, l'un de ces candidats a été élu président de la République. Bien sûr, pour ceux qui suivent la situation politique du Congo ou de la RDC, c'est le perdant qui a gagné. Et comme c'est le perdant qui a gagné, il y avait la possibilité que la violence éclate et qu'il y ait beaucoup de morts, si pas la guerre. Mais cette guerre a été évitée en partie parce qu'il y a eu un travail de paix pour prévenir que cela arrive. Et ces groupes de mamans, ces systèmes d'alerte précoce et de réponse rapide qu'ils ont mis en place a contribué à prévenir cette violence, mais aussi à contribuer à une transition pacifique entre le président sortant et le nouveau président de la République. En Angola, j'ai fait aussi le travail dans le cadre des élections, former l'Église du Christ en Angola. J'ai travaillé plus avec la jeunesse au sein de l'Église et les jeunes ont mis des clubs de paix dans différentes provinces. Et au niveau national, pour la première fois, avec mon accompagnement, ils ont pu organiser une mission d'observation électorale qui intègre les observateurs électoraux des autres pays, des autres confessions religieuses. Et avec ce mécanisme,
le travail fait par l'Église du Christ en Angola était très efficace et très apprécié. Une leçon apprise ici, c'est mettre sur pied un réseau de bâtisseurs de paix contribue à la prévention de la violence, contribue à limiter l'impact de la violence. C'est ça mon expérience dans ce domaine. Les infrastructures de la paix, ce sont des mécanismes mis en place pour amener les gens ensemble à parler de la paix, à parler des problèmes qui les affectent et à trouver des solutions aux problèmes ou aux conflits dans leur milieu, dans leur village. Ces infrastructures sont très utiles. Je me rappelle, au-delà du contexte électoral, je me rappelle au Congo, dans la région du Kasaï, où j'ai travaillé avec les églises ménonites et où nous avons mis en place les groupes de mamans, les groupes de femmes qu'on appelle Women's Situation Room, et où on les forme à la non-violence, à la paix, à la guérison du traumatisme. Cette formation, cet accompagnement, ces talents de résolution pacifique des conflits a été très utile quand une femme ménonite était en conflit avec un homme, un frère d'une autre église. Et cette femme est arrivée au niveau où elle a mobilisé ses enfants pour préparer à tuer l'homme avec qui ils étaient en conflit. Un conflit sur les limites de leur terrain. Alors, une maman, membre de ce comité de paix ou club de paix qu'on appelle Women's Situation Room, a approché cette co-religionnaire ou cette sœur de l'Église et l'a rappelé de l'expérience de Jésus-Christ de bon samaritain, de l'amour du prochain et de la résolution pacifique des conflits et les avantages de la résolution pacifique des conflits. Et cette maman qui était en colère et qui avait mobilisé ses enfants a changé son attitude, a accepté de pardonner. Elle est allée voir ses enfants pour dire il ne faut plus tuer. Et il y a eu un processus de réconciliation entre cette femme et cet homme qui était en conflit. Et ils ont commencé à marcher ensemble encore. Le pleu ont été guéris. Les relations ont été transformées. C'est le travail que fait ces infrastructures de la paix dans la société. Il y a plusieurs exemples, mais je voudrais me limiter à ce niveau pour permettre aux questions et
répondre aux questions et avoir la conversation sur mon expérience, sur ma vie en tant que pâtisseur ou quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'art. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Moulanda, pour le partage de vos expériences, votre vécu en tant qu'artisan de paix. Euh, je vous encourage, si vous n'avez pas encore lu ce livre, que c'est très intéressant à plusieurs niveaux. Euh, euh, je ne vois pas de... Il y a une petite question dans le chat de la part de Daniel et je vais